Nous avons des animaux vivants dans la grange, n'est-ce pas? Il faut les nourrir, il faut leur donner à boire, il faut nettoyer derrière eux et il faut les traire chaque jour, sinon ils mourront. Regardez la situation précaire actuelle des producteurs agricoles américains. D'immenses cargaisons d'amandes, de produits laitiers, de soja et de maïs, qui autrefois partaient en grande quantité vers la Chine, s'entassent désormais sur le sol natal, prenant la poussière. Un flux de marchandises autrefois fiable s'est brusquement transformé en récolte invendue. La guerre commerciale de Donald Trump frappe de plein fouet les agriculteurs des États-Unis. Dans l'État de Washington, les exportateurs de foin licencient leurs employés car les acheteurs chinois ont tout simplement cessé leurs affaires. Il ne s'agit pas de simples statistiques issues d'un rapport gouvernemental. Ce sont des familles entières qui perdent des contrats stables, leurs revenus et, trop souvent, l'avenir qu'elles avaient construit patiemment au fil des années. Cette situation n'est pas le résultat d'une sécheresse, d'une inondation ou d'une seule mauvaise saison. Les fermiers ont rempli leur part. Ils ont sémé, récolté et préparé leur production. Mais au moment de vendre, aucun client n'était au rendez-vous. La Chine, jadis le principal acheteur unique des denrées agricoles américaines, a fermé ses marchés. Ajoutez à cela des conditions climatiques difficiles et des coûts en hausse, et la situation passe du mauvais au cruel. Chaque cargaison qui reste bloquée dans un port, chaque fermier qui ne reçoit pas son paiement déclenche une réaction en chaîne, touchant les routiers, les transformateurs de produits alimentaires, les banques locales et l'ensemble des communautés rurales qui dépendent de l'agriculture pour survivre. Comment ce chaos a-t-il commencé? Ses racines se trouvent à Washington, district de Columbia, et dans la vaste initiative de Donald Trump d'imposer des tarifs douaniers. En avril 2025, son administration a instauré des droits de douane sur les importations chinoises, atteignant 145%, présentés comme une riposte aux pratiques commerciales déloyales. La réponse de Pékin fut rapide et calculée des tarifs sur les produits agricoles américains, visant directement la base politique la plus solide de Donald Trump. Les économistes avaient prévenu que cela arriverait, les experts du commerce affirmaient que la Chine ne tarderait pas à riposter, et leurs avertissements se sont révélés exacts. Mais ce qui en fait plus qu'un simple différend passager, c'est la manière dont la Chine a profité de l'occasion pour accélérer une stratégie plus vaste. Pékin ne s'est pas contenté d'arrêter ses achats de produits agricoles américains, il a délibérément redirigé les flux commerciaux mondiaux. Lorsque les importations de soja et de maïs en provenance des États-Unis se sont arrêtées, le Brésil et l'Argentine étaient prêts à prendre le relais. Ces pays ont rapidement signé de nouveaux contrats, remplissant des navires en partance pour les ports chinois. L'Australie a augmenté ses exportations de produits laitiers et de bœuf. Loin de provoquer une rupture, la Chine a mis en place de nouvelles chaînes d'approvisionnement de long terme. Pour Washington, les conséquences dépassent de loin la simple perte de vente. Les fermiers qui avaient mis des décennies à bâtir l'accès au marché chinois ont vu ces liens disparaître du jour au lendemain. Pour Pékin, cette crise est une chance de renforcer ses relations avec l'Amérique du Sud, de consolider l'alliance des BRICS et de se présenter comme un partenaire commercial plus stable que les États-Unis. Voilà pourquoi le déséquilibre des forces compte la Chine et le consommateur. Et en agriculture, l'acheteur ne se contente pas de fixer les prix. Il détermine quelles nations prospèrent et lesquelles restent en arrière. En privilégiant l'Amérique du Sud à l'Amérique du Nord, Pékin fait bien plus qu'acheter de la nourriture. Il envoie un signal clair. Les agriculteurs des États-Unis, jadis centraux dans la chaîne mondiale d'approvisionnement, ne sont plus indispensables. Les événements de l'an 2025 représentent bien plus qu'un simple ralentissement. Ils constituent une transformation structurelle. La ceinture agricole s'est retrouvée au cœur d'une lutte géopolitique. Et plus Washington maintient ses tarifs, plus ce nouvel équilibre devient permanent. Lorsque la Chine a cessé d'importer les denrées agricoles américaines, elle n'est pas restée passive
à attendre une pénurie. Pékin a agi rapidement, avec méthode et à une échelle massive. Le Brésil, l'Argentine et d'autres producteurs sud-américains ont pris la place autrefois dominée par les fermiers américains et en l'espace de quelques mois, ils sont devenus les nouvelles pierres angulaires du réseau alimentaire chinois. Mais ce partenariat dépasse le secteur agricole. La Chine est devenue également le premier investisseur étranger dans les projets pétroliers latino-américains liant des pays comme le Venezuela, le Brésil et l'Équateur à son capital. Au Pérou et au Chili, des entreprises chinoises contrôlent certaines des plus grandes mines de cuivre du monde, alimentant les usines chinoises et l'industrie des énergies renouvelables. Autoroutes, systèmes énergétiques et chemins de fer à travers le continent sont de plus en plus construits par des sociétés chinoises, financées dans le cadre de l'initiative Une ceinture, une route. Tout cela s'inscrit dans la dynamique politique des BRICS. Le Brésil milite pour élargir ce bloc. L'Argentine a déposé sa candidature et des pays comme le Venezuela et la Bolivie adhèrent ouvertement à l'idée d'un monde multipolaire, mené par des économies émergentes. Pour les gouvernements sud-américains, la Chine n'offre pas seulement un marché stable. Elle propose des financements pour le développement sans les conditions politiques, qui accompagnent habituellement l'aide américaine ou celle du Fonds monétaire international. Pendant ce temps, Washington perd plus que de simples contrats. Il perd son influence dans une région qu'il considérait jadis comme son arrière-cour. Les chiffres du commerce parlent d'eux-mêmes. Dès l'an 2022, la Chine avait dépassé les États-Unis comme premier partenaire commercial de l'Amérique du Sud, avec plus de 500 milliards de dollars d'échanges annuels, un chiffre qui n'a cessé de croître depuis. Et il ne s'agit pas seulement de soja ou de cuivre, cela inclut aussi des accords technologiques, des réseaux sans fil de 5e génération et même des coopérations militaires. Pour les fermiers américains, les enjeux vont bien au-delà des silos vides. Ce qui se joue, c'est un déplacement de l'équilibre des forces dans tout l'hémisphère occidental. L'Alliance des BRICS fournit la base institutionnelle de cette transformation, offrant à l'Amérique du Sud une plateforme pour défier la domination occidentale. Chaque année qui passe, Washington ne perd pas seulement des ventes, il perd la confiance. Les partenariats et l'influence stratégique dans une région où son contrôle semblait autrefois inébranlable. La Chine consomme plus de 60% des réserves mondiales de soja et pendant des années, elle dépendait fortement des fermes américaines. Mais dès que les tarifs et les tensions se sont aggravés, Pékin a déplacé presque entièrement son pouvoir d'achat vers le sud. En l'an 2023, le Brésil a exporté plus de 54 millions de tonnes métriques de soja vers la Chine, soit près des 3/4 de l'ensemble de ses importations. En août de l'an 2025, cette part avait grimpé à 90%. Les livraisons en provenance des États-Unis, autrefois vitales pour la sécurité alimentaire chinoise, sont désormais presque totalement interrompues. Les conséquences sur le sol américain sont dévastatrices. Les silos du Midwest débordent. Les prix s'effondrent et les fermiers se retrouvent sans débouchés. La même histoire se répète avec le bœuf, le maïs, les produits laitiers et même la volaille. L'Argentine et l'Uruguay ont élargi leurs exportations de viande bovine, tandis que le Brésil est devenu non seulement le principal fournisseur de soja de la Chine, mais aussi son premier exportateur de maïs, depuis que Pékin a approuvé les importations en l'an 2022. Ce n'était pas une mesure temporaire, c'était une manœuvre soigneusement planifiée. La Chine a investi des milliards de dollars dans l'agriculture sud-américaine pour garantir la fiabilité. Les lignes ferroviaires au Brésil ont été modernisées, les ports rénovés et les capacités de stockage frigorifique agrandies. La plupart de ces travaux ont été financés par des crédits chinois ou par des co-entreprises. Pékin n'achetait pas simplement de la nourriture, il mettait en place une toute nouvelle infrastructure logistique destinée à assurer que les fermiers américains puissent être remplacés sur le long terme. Chaque navire quittant Santos ou Paranagua
chargés de soja pour la Chine, transportaient plus qu'une cargaison. Ils portaient la preuve que les États-Unis n'étaient plus indispensables. Il y a encore seulement quelques mois, les marchandises partaient régulièrement vers la Chine. Le système n'était pas parfait, mais au moins les agriculteurs avaient un client fiable. Puis sont arrivées les hausses tarifaires de Donald Trump en avril 2025. En l'espace de 6 semaines à peine, les exportations agricoles américaines vers la Chine ont chuté de moitié. Ce n'est pas une petite baisse, c'est l'équivalent de milliards de dollars de denrées alimentaires qui se sont retrouvés soudainement sans destination. Dans la vallée centrale de Californie, les amendes autrefois chargeaient directement sur les navires s'entassent désormais dans des entrepôts après la résiliation des contrats par les importateurs chinois. Au port d'Auckland, même constat. Les exportations d'amandes et de produits laitiers ont reculé de plus de 40%. Ce ne sont ni des prévisions ni des slogans politiques. Ce sont des chiffres tangibles, montrant que le marché chinois s'est effondré presque du jour au lendemain. La dure réalité, c'est qu'aucun autre acheteur n'est assez grand pour combler ce vide. L'Europe a déjà ses propres excédents. L'Asie du Sud-Est absorbe une partie des cargaisons, mais en quantité très insuffisante, alors que deviennent ces produits accumulés. Du lait, du soja, du maïs et des amandes. Sans acheteurs, les fermiers ne peuvent pas les stocker indéfiniment. Les récoltes se gâtent, le lait est jeté et les silos débordent. Chaque perte accentue les difficultés financières. Pour des agriculteurs déjà écrasés par les crédits et des coûts d'exploitation élevés, le poids de la dette devient insoutenable. C'est pas limité à une culture ni à une région, c'est une réaction en chaîne qui traverse toute l'économie agricole. De la Californie à l'Iowa, chaque lot vendu signifie une communauté de plus qui se rapproche de la faillite. La situation est devenue si désespérée que partout dans le Midwest, les fermiers appellent publiquement Donald Trump à conclure un accord avec la Chine. N'importe lequel, du moment qu'il rouvre le marché. Pour ces hommes et ces femmes dont la subsistance dépend de ce qu'ils cultivent, il ne s'agit plus de politique ni d'orgueil. Il s'agit de survie. La vraie question est donc la suivante. Alors que l'Amérique du Sud se rapproche de Pékin, Washington reconnaîtra-t-il qu'il est déjà du côté perdant de cette bataille ou choisira-t-il de redoubler d'efforts au risque d'un clivage encore plus profond qui pourrait enfermer durablement ses alliés dans la sphère d'influence chinoise? Sur le terrain, chaque saisie de ferme en Iowa, chaque licenciement dans l'État de Washington rappelle que cette crise n'est pas passagère, mais structurelle. Les marchés perdus aujourd'hui ne reviendront sans doute jamais. Donald Trump parle d'un patriotisme agricole et de sacrifice à court terme. Mais pour ceux qui voient leurs dettes gonfler et leurs récoltes rester invendues, il n'y a aucune récompense future à attendre. Les compensations venues de Washington changent à peine la donne. Ce sont des pansements sur une plaie qui ne cesse de s'approfondir et tout le monde dans les campagnes le sait. Alors que les routes commerciales se ferment, les banques assènent un autre coup. Les crédits qui faisaient tourner les fermes s'assèchent. Les prêteurs qui finançaient autrefois les semences, la réparation des équipements ou l'achat de nouvelles terres se retirent. Eux aussi voient les mêmes chiffres que tout le monde. Sans exportation régulière, les exploitations ne génèrent plus de revenus suffisants pour rembourser leurs dettes. Cela crée un cercle vicieux. Les agriculteurs ne peuvent plus emprunter pour s'aimer. Ils ne peuvent pas vendre ce qu'ils récoltent et ne peuvent plus maintenir leur activité à flot. Le nombre de saisies explose et les premières à s'effondrer sont les petites fermes familiales, ensevelies sous des dettes impossibles à fuir. Pourtant, le discours venu de l'administration Trump présente une image bien différente. Les fermiers sont décrits comme des soldats dans un conflit économique, à qui l'on demande d'endurer les épreuves pour une victoire à long terme. Mais ces victoires promises ne se matérialisent pas. À la place, ce que les agriculteurs voient, ce sont des factures impayées, des communautés qui s'amenuisent, et la perte imminente de terres familiales transmises de génération en génération. De l'autre côté de l'océan,
Pékin déroule sa stratégie avec précision. En cessant d'acheter les récoltes américaines, la Chine exerce une pression directe sur la base politique de Donald Trump dans le Midwest. Ils savent que ces États ruraux l'ont aidé à accéder au pouvoir. Ils savent aussi que sans marchés internationaux, l'agriculture américaine ne peut pas survivre. Chaque contrat rompu n'affaiblit pas seulement l'économie des États-Unis. Il transforme les plus fervents soutiens de Donald Trump en critiques désabusées. Rien de tout cela n'est le fruit du hasard. La Chine utilise le commerce comme une arme, redéployant ses flux vers l'Amérique du Sud et d'autres partenaires, tout en rendant l'agriculture américaine obsolète à long terme. Prenons du recul pour examiner le problème plus en profondeur. Une fois que ces marchés sont perdus, comment les reconquérir? Si le Brésil devient le fournisseur fiable de soja pour la Chine, quelle motivation Pékin aurait-il à revenir vers les États-Unis? Si l'Europe intervient pour répondre à la demande chinoise en produits laitiers, pourquoi prendre le risque de revenir à un partenaire perçu comme instable et imprévisible? Il ne s'agit pas de contrats à court terme, mais d'accords pluridécennaux. Chaque mois supplémentaire où la guerre commerciale se prolonge. Terme un peu plus la porte aux fermiers américains. C'est une réalité que beaucoup, en dehors des régions agricoles, n'ont pas encore comprise. Il n'est pas seulement question d'une récolte d'une saison. Il s'agit de la disparition d'industries entières pour une génération entière. Et au moment même où les fermiers luttent contre la chute des exportations et le durcissement du crédit, une autre crise frappe de l'intérieur même du pays. Même pour ceux qui parviennent à garder leurs terres, les champs posent un autre défi. Il n'y a pas assez de bras pour récolter. L'agriculture américaine a toujours dépendu de la main-d'œuvre migrante, surtout venue du Mexique et d'Amérique centrale. Ce sont ces travailleurs qui assument les tâches les plus pénibles qui font tourner le système. Cueillir la laitue dans la vallée centrale de Californie, s'occuper des troupeaux laitiers dans le Wisconsin et enchaîner les longues heures dans les usines avicoles de l'Arkansas. Sans eux, une grande partie du réseau alimentaire américain ne peut tout simplement pas fonctionner. Mais les mesures migratoires de Donald Trump ont réduit cette main-d'œuvre, au moment même où les fermiers faisaient déjà face à l'effondrement des exportations. Un contrôle frontalier plus strict et la réduction des programmes de visa ont tari le flux de travailleurs agricoles presque du jour au lendemain. Les champs de légumes sont restés non récoltés, les cultures ont pourri avant même d'atteindre les marchés, et les producteurs laitiers se sont retrouvés confrontés à l'impossible tâche de maintenir leurs exploitations sans assez de bras. Au lieu d'apporter une aide, l'administration a durci sa politique, écartant précisément les travailleurs qui maintenaient l'agriculture à flot. Les fermiers se retrouvent piégés dans une tempête parfaite. Pas de clients à l'étranger, pas d'ouvriers sur place et presque aucun soutien substantiel de Washington. Des exploitations qui avaient survécu à des décennies de catastrophes naturelles et de variations de prix se retrouvent aujourd'hui menacées de faillite, non pas à cause du climat, mais à cause de la politique. Si cette trajectoire ne change pas, l'effondrement du cœur agricole américain restera dans les mémoires, non pas comme une tragédie inévitable, mais comme une blessure auto-infligée. Pour des analyses plus approfondies et un suivi de l'évolution de cette crise, restez attentifs. L'histoire de l'agriculture américaine est loin d'être terminée.